Donc bonjour à tous, bienvenue donc à ce deuxième webinaire réalisé dans le cadre du projet CASDAR ASEC, donc qui s'intitule Tenants et aboutissants du bloc 8, accompagnement du changement socio-technique. Du coup, voilà, le programme, donc initialement c'est Marie-Angela Magne qui devait vous présenter donc le document compagnon présenté lors de la session institutionnelle de lancement de mars 2024, mais malheureusement elle a un empêchement, donc voilà, elle pourra pas être présente, donc je vais essayer voilà, de vous le présenter quand même. Et ensuite, on prendra un temps donc plutôt de décryptage du module M8, donc qui nous intéresse aujourd'hui, un petit temps d'échange. Voilà, s'il y a des questions qui restent auxquelles j'arrive pas à répondre, je les transférerai à Marie-Angelina pour voir si elle peut apporter une réponse. Et là, les documents que je vais vous présenter donc sont disponibles via le lien que je vous ai mis ici. Alors, hop. Donc, je vais changer de diapo et hop là. Voilà, donc partager et c'est parti. Voilà. Donc là, je reprends donc le document compagnon qui a été présenté pour expliquer un petit peu voilà le bloc 8, accompagnement du changement socio-technique. Et c'est spécifiquement, là, on a pris le cas du BTS, donc métier de l'élevage, anciennement BTS production animale, donc qui a été rénové récemment et qui sera mis en place à la rentrée 2025. Donc d'abord, qu'entend-on vraiment par le changement sociotechnique en élevage? D'abord, on verra après pour l'accompagner. Le système d'élevage, il n'est pas seul, il est ancré dans un système sociotechnique et écologique. Là, vous voyez, il y a un certain nombre de schémas, ça peut paraître compliqué, mais en fait, si on prend petit bout par petit bout, ça reste assez simple. Donc, vous avez en haut à gauche plutôt un environnement social, économique et réglementaire dans lequel s'inscrivent les systèmes d'élevage. Donc, à la fois un point de vue politique, de politique publique, de tous les opérateurs, que ce soit amont et aval, tous les acteurs à la fois de la formation, du conseil, de la R&D, les citoyens et les différents lobbies qui existent. Tout cet environnement-là euh, induit des règles, des normes, fournit aussi des données qui influent sur ce qu'on peut appeler le système, donc à droite, le système de décision, c'est-à-dire comment l'agriculteur prend ses décisions pour gérer son système d'élevage. Et donc pour lui, il y a des normes, il y a des finalités à la fois professionnelles et personnelles, il a des connaissances, il a un certain nombre d'attitudes vis-à-vis du risque, de l'innovation. Et voilà, il a des valeurs qui conditionnent un peu les choix qu'il fait pour conduire son système d'élevage. Après, il y a d'autres choses qui influent. Bah, bien sûr, il y a les ressources, hein. Un système d'élevage est basé sur des ressources, donc l'eau, la biodiversité. Nous, on va beaucoup, dans le cadre du projet Casdarasec, on va se focaliser beaucoup sur le sol, mais aussi voilà, l'air, l'énergie. Tout ça permet de faire fonctionner des processus écosystémiques qui ont bien sûr voilà, un rôle sur le fonctionnement du système global. Et après, bah, vous avez tout le système qui est appelé biophysique, avec toutes les composantes en fait du système d'élevage, que ce soit bah, les animaux, les cultures, le sol, les arbres, les effluents, voilà, toutes les ressources matérielles. Donc tout ça pour dire que voilà, un système d'élevage, c'est inscrit dans un système plus global et plus complexe, et qu'un agriculteur ne peut pas prendre ses décisions seul. En introduction, on pourrait repréciser un petit peu donc la notion de transition agroécologique. Donc d'agroécologie, je ne reviendrai pas sur la définition vraiment de l'agroécologie, mais plutôt rappeler le fait que la transition agroécologique, c'est un processus de changement. C'est-à-dire qu'on a un état initial, une situation qui, voilà, aujourd'hui, on s'en rend bien compte, elle est non satisfaisante. Parfois intenable, mais on se rend bien compte pour diverses raisons que ça ne tient pas, qu'il y a des problèmes. Et de se retrouver face à un problème induit une recherche en fait de nouvelles,
d'un nouvel état d'équilibre qui sera plus satisfaisant. Donc, ça passe par un des états plutôt intermédiaires où on tâtonne, on essaye de trouver des solutions qui sont plus ou moins satisfaisantes pour arriver en fait à un nouvel équilibre, ce qui est appelé un état visé, qui, bah, étant donné la complexité des situations agricoles et comme on l'a vu, voilà les différentes composantes qui rentrent en jeu, c'est une situation qui peut paraître assez floue, mais c'est une situation souhaitée et qu'on souhaite surtout durable. Donc voilà, c'est pour rappeler que la transition agroécologique, il y a derrière un processus de changement qui peut prendre du temps. Et les fins et les moyens ne sont pas définis en amont. On n'est plus sur des recettes, il faut faire comme ci, comme ça, avec telle chose, mais les fins et les moyens se dessinent chemin faisant. C'est ça qui est peut-être un petit peu, voilà, qui est plus compliqué, et que les chemins sont plus ou moins rapides et plus ou moins profonds. Ça, je vais passer. Et il y a un certain nombre de questions qui sont en suspens dans la transition agroécologique, c'est bah voilà, dans un contexte donné, si on veut être plus précis, bah, en quoi la situation de départ est intenable? Quel est le problème? Quels sont les moteurs de changement? Pourquoi un agriculteur s'engagerait ou pas vers la transition agroécologique? Et puis une fois qu'il s'est dit oui, il faut changer, mais vers quoi on va? Quoi changer? Comment changer? Avec qui? Quels sont les acteurs concernés? Quels sont ceux avec qui les éleveurs bah, doivent nouer des relations ou peut-être arrêter de travailler aussi? Quel choix il faut faire? Quels freins on a? Quels leviers pour opérer les changements? Et quels sont les enjeux? Quels compromis il y a à faire? Donc voilà, on a le grand principe, ok, il faut changer, ça passe par des réflexions, un tâtonnement, idéalement arriver à un nouvel équilibre, mais concrètement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Si on repose un peu encore quelques définitions sur qu'est-ce qu'un un changement technique, vraiment technique, ou un changement de pratique, ça peut être défini comme trois choses. C'est une évolution des façons d'agir, de faire, euh, de raisonner. Ce n'est pas seulement faire, c'est réfléchir quelle est la meilleure configuration pour conduire son système de production. Et puis après, une fois qu'on teste des choses, c'est ben, s'adapter et évaluer les évolutions de pratique pour voir si on va dans le bon sens. Donc là, comme on l'a dit, les spécificités d'un changement technique, c'est que se baser sur les principes de l'agroécologie, mais ça surtout se dessine chemin faisant, c'est systémique. On ne peut pas faire un petit changement par-ci par-là. On voit bien les limites que ça peut avoir. Et comme on l'a vu avec le schéma, avec tous les petites cases, ben, en final, ça va au-delà du technique. Donc l'idée, c'est que le changement, en fait, n'est pas que technique, mais il est vraiment socio-technique. C'est-à-dire que la transition agroécologique va faire bouger des composantes qu'on a dit donc techniques, vous voyez, envers les composantes biologiques et technologiques. On va s'appuyer sur des connaissances, des références, très bien, les réseaux d'acteurs, mais on a aussi une composante psychocognitive et sociologique du changement. Voilà, on va voir après, qui est travaillé dans le cadre de ce module, avec bah, des représentations, des normes sociales et professionnelles, des valeurs, des priorités qui ne sont parfois pas les mêmes entre individuels et collectifs, avec les notions de rapport au vivant, de rapport au travail, qui évoluent, qui sont différentes en fonction des personnes. On peut questionner aussi la place à la logique capitaliste. Et puis, il y a tous les aspects vraiment mentalité, peut-être plus spécifiques à chacun ou à des groupes de personnes, avec l'esprit d'initiative, l'aspect d'audace, de créativité, qui peuvent être mis en opposition avec une aversion au risque et à l'incertitude. Donc, dans le cadre du module M8, on parle bien de changements socio-techniques, les deux, pour prendre en charge la coévolution entre changement technique, tout ce qui est pratique agricole, équipement, génétique, ce qu'on a fait beaucoup depuis les 30 Glorieuses, on a fait évoluer voilà, beaucoup techniquement. Ça, on va dire qu'on a des ressources. Et après, il y a l'aspect, et c'est surtout ça le nœud, enfin ça c'est mon avis personnel, les changements socio-cognitifs et humains, avec tous les aspects voilà, de bien-être au travail, de connaissances, de normes, de croyances, de réseaux d'acteurs.
Là est illustré les différentes phases en fait de processus d'un changement euh, opéré par un agriculteur ou un collectif d'agriculteurs. Donc c'est un modèle générique. Voilà, c'est pas, c'est pour poser les choses. Donc comme on l'a dit, il y a une première phase dans d'une situation d'élevage initiale en routine qui fonctionne avec son contexte socio-économique et son environnement global. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est la routine. Et puis bah, arrive, comme on l'a dit, un élément insatisfaisant, un événement déclencheur. Par exemple, un accident climatique. Par exemple, un phénomène érosif des sols. Voilà. Et du coup, bah voilà, la situation n'est plus tenable. On a une perte de 100% du rendement de blé parce que tout le champ est parti sur la route. C'est pas tenable. Du coup, on a voilà une recherche active sur les solutions, sur les alternatives possibles, une motivation de changer. Pour trouver ces solutions, une mise en œuvre a priori d'expérimentation, d'essais, erreurs. Voilà, on se dit, bah, j'essaye, ça marche pas. Ok, j'apprends autant de mes réussites que de mes erreurs dans le système d'élevage pour essayer. Parce que comme on l'a dit, on apprend chemin faisant. Après, on évalue, on sélectionne, on consolide, et puis on voit un petit peu ce qu'on choisit pour arriver donc à une situation d'élevage finale souhaitée. C'est vrai qu'on dit ça peut prendre du temps. Si les solutions marchent pas, on revient là et on reboucle. Donc là, on a posé les bases vraiment du changement socio-technique, donc dans le cas de l'élevage. Maintenant, il s'agit, notamment pour nos BTS, de l'accompagner, ce changement, pour les BTS qui sortiront, qui prendront poste en tant que technicien, potentiellement conseiller. Il s'agit d'accompagner ça maintenant. Euh, donc là, c'est un nuage de mots qui a été produit à partir de 98 réponses des participants aux rencontres expériences collectives pour former aux transitions et à l'agroécologie, donc en octobre 2023. Et on avait demandé citer trois compétences que doit avoir une personne qui accompagne les agriculteurs vers l'agroécologie. Et en fait, enfin, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est le binôme écoute et technicité. Donc l'aspect plutôt technique et puis l'aspect plutôt psychosocial d'écoute. Et après, si on pousse un petit peu, enfin, on regarde un petit peu en détail, on a toujours ce binôme qui revient. En bas à droite, vous avez empathie et connaissance. Euh, on a pas mal de psychosocial qui ressortent, persuasion, communiquer, adaptation. Voilà. Donc il y a pas mal de compétences psychosociales qui ressortent en fait, et un peu moins de techniques finalement. On- par exemple, le mot couvert végétaux, je dis n'importe quoi, je le vois pas. Enfin, maîtrise par exemple d'une couverture végétale du sol, je le vois pas. Donc après, je connais pas le public qui était en face, mais voilà, il y a quand même ce penchant-là. Donc accompagner ce changement sociotechnique, si on essaie de le définir, donc accompagner, il y a une définition qui peut aider, c'est se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. C'est-à-dire qu'on va avec lui. Accompagner, c'est cheminer avec l'autre pour qu'il puisse agir dans la situation qui est la sienne. Donc c'est spécifique, on va avec, et après il y a la suite, c'est le rendre autonome pour agir dans cette situation. C'est qu'on va avec, mais pas tout le temps. Ce qui est particulier, c'est que l'accompagnant ne détient pas plus de vision claire du chemin à emprunter. Lui aussi, il est chemin faisant. Et son intention, ce n'est pas de dire ce qu'il faut faire, ni de rendre, mais plutôt, enfin, de donner de l'autonomie et d'accompagner à trouver, construire le chemin qui lui conviendra le mieux. C'est faire avec. Euh, dans cet accompagnement, qui est pour moi un processus plus large, vous avez plus spécifiquement l'activité de conseil. Donc l'activité de conseil, là, elle est définie comme une information, un avis, une recommandation ou une préconisation pour aider l'agriculteur à faire des choix et agir. Ça peut être matérialisé sur ce schéma assez simple, c'est-à-dire qu'il y a il y a trois pôles, enfin, trois acteurs en jeu. Vous avez l'éleveur, le conseiller, et puis l'objet technique en élevage en jeu. Voilà, de quoi on parle techniquement. Euh, la relation entre l'éleveur et le conseiller va se faire surtout sur une notion de communication et de compréhension mutuelle.
De l'autre côté, le conseiller va essayer de comprendre, on va dire, de s'approprier le domaine technique en jeu pour apporter, dans le cadre d'une activité de conseil, une expertise technique. Il va faire une sorte de traduction. Donc en fait, à gauche, j'avais une activité entre guillemets de front office, les interactions directes, enfin c'est une interaction directe avec l'agriculteur. Et de l'autre côté, en fait, il y a un peu le travail de bureau, je dirais, qui inclut la recherche, le développement, où voilà, le conseiller va aller chercher des experts, une veille scientifique, va se former pour essayer bah, voilà, de s'y connaître un petit peu, de connaître des choses sur la problématique et de voir comment il peut s'y connaître un peu. Et du coup, la troisième relation, en fait, c'est bah, entre l'éleveur et l'objet technique, comment lui il s'approprie et il essaye d'apprendre, enfin, il s'approprie lui aussi l'objet technique. On veut pas que l'éleveur soit un expert technique, mais on veut qu'il puisse s'en sortir avec sa question. Euh, je reprends. Ah, attendez. Hum. Ah oui, non, pardon. Excusez-moi. Je fais une petite nuance. Dans ce schéma-là, en fait, vous avez l'activité de conseil où on a trois acteurs mais deux relations. Je nuance ce que je voulais dire. Trois acteurs, deux relations. Et voilà. Et ce que je vous dis, c'est l'activité d'accompagnement. C'est encore autre chose dans le sens où, bah, voilà, l'éleveur est en prise directe avec plutôt l'objet technique qui est travaillé. Donc, on passe d'une relation diaïque à une relation triadique du conseil. Donc là, au moins, on est au-dessus. Et en fait, cet accompagnement, plus que, plus que le conseil, j'insiste sur le mot accompagnement, on est un peu sur un jeu d'équilibre entre apporter des réponses à l'agriculteur et poser des questions, sécuriser mais un peu bousculer aussi, faire mais aussi laisser faire et s'engager et prendre de la distance. Vraiment, cette notion d'équilibre à trouver pour un conseiller, une notion d'équilibre qu'on peut aussi trouver enfin, pour les enseignants vis-à-vis des apprenants. On est un peu, euh, on est un peu aussi là-dessus sur l'accompagnement. Je pense on aura le temps d'y revenir plus tard, mais voilà, c'est cette notion d'équilibre qui est intéressante à garder en tête, je pense. Donc voilà, il y a bien deux différences majeures entre accompagner et conseiller. Euh, j'insiste plus là sur la fin, c'est que l'objet de l'attention de l'accompagnateur et du conseiller n'est pas tout à fait le même. L'accompagnement s'intéresse à la personne qui est en changement ou qui opère le changement plus qu'aux actions de changement technique menées et opérées. Donc là, vous voyez qu'il y a un aspect psychosocial qui est renforcé. On accompagne une personne. Et le conseil s'intéresse davantage aux leviers techniques à actionner pour opérer le changement. L'un ne va pas sans l'autre, mais ça ne mobilise pas potentiellement les mêmes compétences. Ça, je passe. Et du coup, concrètement, là, vous voyez le processus de changement d'un agriculteur. Ben, en fait, ça doit être intimement lié avec ce que propose un accompagnateur, pour pas dire un conseiller technique, un accompagnateur technique, on va dire, qui doit mettre en place. Donc, quand, on va dire, construire l'arène de transition, structurer, quand il y a un événement déclencheur où la situation n'est plus tenable, ou même en amont, on n'est pas forcément obligé d'attendre que ce soit une catastrophe. Enfin, les projections climatiques, on a des données là-dessus, on a des choses. On n'est pas obligé d'attendre de se prendre un accident climatique pour s'adapter. Donc l'idée, c'est de construire ce que Madame Magne a appelé l'arène de transition, et puis essayer de structurer le problème avec les acteurs, ce qui fait problème, la situation. On reverra un petit peu après ça pour le bloc M8. Euh, donc là, c'est vraiment une étape importante où on structure le problème. On ne parle pas de solution pour l'instant, juste on structure le problème avant qu'il arrive ou malheureusement une fois qu'il est arrivé. Ensuite, quand on cherche le conseiller, au sens large, je vais dire, bah voilà, co-construire des visions du futur souhaité.
On l'a dit, on veut arriver à quelque chose de durable que l'on souhaite. Et puis, bah, définir comment on va y aller. Concrètement, l'agenda de travail, là, c'est plus terre à terre. Et ensuite, pour mettre en œuvre des expérimentations, des essais, aller chercher d'autres gens, voilà, il va falloir c'est-à-dire tirer le processus et puis surtout mobiliser les acteurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, un agriculteur, il peut pas faire tout seul. Il est entouré de toute une sphère et potentiellement pour évoluer, bah, ça va toucher à ces sphères. Et donc, il faut aller chercher, mobiliser les acteurs, co-construire, mettre en œuvre des alternatives. Et ensuite, bah, voilà, évaluer, suivre, apprendre, tirer les enseignements pour ce cas concret, pour le groupe d'agriculteurs, voilà, et qui potentiellement peut être utilisé pour d'autres. Et nos jeunes dans tout ça, eh ben, l'idée c'est que enfin, pour pouvoir être à même de faire ça, ils vont avoir besoin de savoir, de savoir-faire, d'attitude, de posture à chaque étape. Donc là, il y a un certain nombre d'exemples qui ont été donnés. Par exemple, pour poser le problème au début, bah voilà, ça va être travailler sur des diagnostics, travailler sur identifier les acteurs, d'abord, hein, savoir qui il faut aller chercher, qui est présent, et puis bah, les fédérer. C'est pas le tout d'envoyer un mail, c'est qu'il va falloir les fédérer. Il y a voilà, des outils d'entretien compréhensif, des entretiens d'explicitation, des échanges de pratiques. Ça, pour poser la problématique. Après, sur la recherche d'actifs de solutions, parmi les outils qui peuvent être utilisés par les conseillers et du coup par les apprenants, ça peut être des ateliers de co-conception pour penser le futur. Bien sûr, bah, aller chercher de la bibliographie, une traque à l'innovation chez des éleveurs. Pour aller plus loin sur les essais, ben voilà, co-construire des plans d'expérimentation, d'appui technique, mise en place d'une formation spécifique, traitement des données, donc là c'est plus euh, statistiquement. Et puis après, tout ce qui est pour tirer des enseignements, ben, l'évaluation multicritère du changement, bon, c'est des exemples, entretien individuel de satisfaction, des réunions bout de stabu, retour d'expérience. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, que dans la formation, étant donné ce cheminement-là, il va falloir, pour les apprenants, remplir, entre guillemets, les boîtes à outils avec les apprenants durant tout leur cycle de formation, à partir de ce qu'ils vivent dans les autres modules et lors des différentes visites ou de leur période en milieu professionnel. Le module M8, il est transversal. Vous avez vu, je n'ai présenté que des concepts, que des schémas, très peu de techniques. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas parlé de couvert, j'ai pas parlé de travail du sol, j'ai pas parlé de génétique. C'était vraiment que des processus de changement. Et du coup, ce module-là, il s'appuie sur tous les questionnements qu'il y a dans les autres modules, sur les cas concrets des autres modules, sur les visites, sur les périodes de formation en milieu professionnel, les stages d'alternance. Ça, je vais passer. Et hop là. Voilà. Juste après, peut-être on peut faire un petit temps rapide de questions avant que je rentre. Là, je vais essayer de décrypter avec vous en 10-15 minutes le module en lui-même. Enfin, le document qui précise le module. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Donc, voilà, c'était pour poser les bases, c'est conceptuel. Donc, vous me coupez si vous avez des questions. Alors, hop, voilà. Alors, je repartage celui-là. Donc maintenant, en prenant en considération les différents points que j'ai posés avant sur accompagnement, sur conseil, on va essayer de voir un petit peu, et vous allez retrouver cette logique un peu là dans le module M8. Donc là, c'est toujours le cas du BTS, un métier de l'élevage. Donc pour rappel, ce module M8, il est lié donc au champ de compétences accompagnement socio-technique, c'est son titre, et il fait référence à des situations professionnelles significatives. Donc, identification des freins et leviers culturels, zootechniques et sociotechniques au changement, formulation d'un conseil technique, tactique ou stratégique, appui technique à un projet d'entreprise de filière ou de territoire, analyse et valorisation de résultats d'essais ou d'enquête, et appréciation des points de non-conformité lors d'un audit ou d'un contrôle.
Toutes ces SPS, en fait, elles renvoient à des situations d'accompagnement au changement dans les systèmes d'élevage, dans lesquels va s'inscrire le futur technicien. Et la finalité, voilà, comme on l'a dit, c'est accompagner la prise de décision et la conduite du changement dans un contexte de transition climatique, agroécologique et alimentaire. Ça, c'était voilà, pour vous rappeler que c'est lié à des situations professionnelles. Donc, moi, j'ai été chercher le TOUC dans le module. J'ai été chercher, donc vous voyez, j'ai été chercher le document, un module M8, c'est le document d'accompagnement du référentiel de formation, qui fait une dizaine de pages et qu'on va essayer de, voilà, regarder rapidement ensemble. Moi, ce que j'ai pu relever dessus, c'est que voilà, il précise bien dans la finalité de cet enseignement. Donc, c'est vraiment accompagner des changements socio-techniques, mais c'est pas uniquement du changement de type une pratique ou une technique nouvelle. C'est des changements qui visent à améliorer le système. Voilà, c'est des évolutions systémiques. C'est redit plusieurs fois que le, ce module, et on l'a vu tout à l'heure, s'appuie sur des situations concrètes, soit des stages, des apprentissages, chez le maître d'apprentissage, des visites ou des études de cas, et du coup fait beaucoup de liens avec les autres modules. Il y a trois capacités qui sont travaillées dans ce module. On va les voir. Alors moi personnellement, les intitulés des capacités me parlent pas beaucoup, donc on va peut-être les décréter un tout petit peu. La première, c'est 8.1, mobiliser des initiatives, des orientations et des plans d'action en vue d'un changement socio-technique. Ça, ce que ça veut dire, et en fait c'est bien, je trouve que c'est mieux expliqué dans le document d'accompagnement, c'est que l'apprenant va atteindre la capacité s'il est capable de s'approprier, ça veut dire de comprendre, de décrypter un plan d'action, une initiative ou des orientations qui ont été élaborées par un autre. Donc moi, je le comprends dans le sens, c'est ce qu'il est capable de comprendre le travail d'accompagnement qui a été fait par un conseiller en place auprès d'un agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs. Ça veut dire, voilà, plan d'action, c'est un ensemble de mesures, tâches, activités à entreprendre pour mettre en œuvre un changement socio-technique sur une ou plusieurs structures d'élevage, avec toutes les ressources qui vont derrière. Donc, il donne des exemples. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, sur le projet ASEC, ce serait le changement de la stratégie d'alimentation des animaux pour s'adapter au changement climatique, en prenant en considération, bien sûr, ces sols. Ou la reconception d'un système d'élevage pour s'adapter au changement climatique. Donc ça, voilà, c'est des exemples de plans d'action qui ont été mis en œuvre. Et en fait, après, vous regarderez, vous avez les focales, en fait, de caractérisation d'un plan d'action. C'est qu'est-ce que doit être capable de regarder un jeune pour comprendre ce plan d'action, pour le décrypter. Donc, bah, voilà, vous avez toute une liste. Vous avez donc d'abord tout ce qui relève de la nature et dynamique de changement, avec bah, le niveau et la dynamique le niveau de changement. Est-ce qu'on est plus sur un changement progressif, tout doux, pas à pas? Est-ce que on est en rupture? Est-ce qu'on change une partie du système ou tout? Donc, voilà, pour ceux, peut-être que certains l'ont déjà entendu, vous pouvez mobiliser la grille ESR, efficience, substitution, reconception, à la construire et la mobiliser avec les apprenants. Ensuite, c'est toute une partie pour comprendre en amont le pourquoi du plan d'action, essayer de comprendre les enjeux et les facteurs qui poussent au changement, ainsi, et puis les obstacles et les leviers pour sa mise en œuvre. Donc ces enjeux, bah, c'est large, hein. Ça peut être lié vraiment aux productions animales, aux productions végétales, des préoccupations plus globales en termes d'environnement, d'énergie, les attentes des consommateurs, la réglementation. Voilà, c'est assez large, comme on l'a vu, toujours le schéma qui a été présenté au début. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est autant les freins, c'est pas tellement difficile de les identifier, hein, ça va. Mais alors, par contre, les leviers, bah, c'est bien d'aller voir aussi des agriculteurs qui ont réussi, qui ont passé le pas, qui ont avancé, pour d'abord voir que c'est possible, et puis, bah, voilà, pas forcément rester bloqué sur les freins.
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent les apprenants pour comprendre le plan d'action? Eh ben, l'appropriation d'une initiative, c'est-à-dire ben, comment par exemple, un GI2E s'est monté. Pourquoi le GI2E? Pourquoi il y a un groupe d'agriculteurs qui y est allé? Et donc pour ça, il faut qu'ils puissent comprendre d'abord. Eh ben, le premier point, c'est l'identification des acteurs impliqués dans l'accompagnement. Donc les acteurs au sens large, hein, ceux qui ont initié le projet, donc les éleveurs, les techniciens, mais aussi pourquoi pas les élus, les consommateurs et tous les acteurs de la filière. Et l'idée, c'est qu'ils puissent avoir un peu en tête une cartographie des acteurs et du rôle de chacun. Ensuite, il y a l'appropriation plutôt de la problématique liée au changement. Donc là, l'apprenant doit pouvoir saisir un peu bah, le contexte global, les politiques, les enjeux environnementaux, les enjeux d'alimentation. Et puis après, comprendre bah, les différentes préoccupations des acteurs, qui sont pas forcément les mêmes, les compromis qui ont été faits, les choses où il y a un petit peu voilà, de tension. Faut bien comprendre que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et ni même les mêmes objectifs. Et ça va alimenter les freins, les leviers. Voilà, tout est un peu lié. Ensuite, l'appropriation des solutions envisagées pour comprendre un peu, bah voilà, quelles solutions ont été mises en place et pourquoi, quelles solutions ont été écartées et retenues. Et après, il y a tout un volet sur, bah, plus globalement, la cohérence du plan d'action une fois qu'il a été mis en œuvre. En quoi ça répondait aux besoins initial? Est-ce que ça a bien répondu aux besoins? Et quels ont été bah, les facteurs de réussite? Du coup, la capacité C8.1 s'arrête là, dans ce qui est écrit. Moi, personnellement, je me posais la question de est-ce que les apprenants pourraient pas aller jusqu'à des pistes d'amélioration de ce plan d'action analysé pour développer l'esprit critique? Et puis, bah, comment réinvestir ça? Donc ça, il y a une partie, pour moi, il y a une partie qui est répondue après, peut-être pas totalement. Ensuite, donc, toc, 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 plus rapidement, vous avez la C8.2, produire des références techniques au service des orientations visées en lien avec le plan d'action visé et stratégie élaborée. Alors, tout ça pour dire que là, c'est essayer, voilà, la capacité est atteinte si l'apprenant est en mesure, bah, en fait, de mener une expérimentation de A à Z, la concevoir, la suivre et traiter les données, que ce soit des essais factoriels, des enquêtes, voilà. C'est lui donner les moyens d'avoir des outils, des ressources en fait, plutôt techniques sur l'accompagnement pour bah, pouvoir aller discuter avec les agriculteurs, voilà, pour avoir des éléments concrets à poser sur la table et qui tiennent la route. Il y a une notion importante, je trouve, là, dans le document qui est pour passer de statut de données à celui de référence. Le mot, bah voilà, comment un jeune, il peut, à partir de données, faire des références, c'est-à-dire qui ont un petit peu de valeur quand il va vouloir les présenter. Puis après, donc voilà, il y a tout l'aspect acquisition, traitement, présentation, euh, bien se faire comprendre quand on présente les données. Donc ça, c'est un outil. Et la troisième capacité, c'est 8.3, aider à la prise de décision. Donc là, moi, je la vois comme une partie du réinvestissement. Là, l'idée, c'est que l'apprenant doit être capable de trier, hiérarchiser et mettre en forme des informations valides et les valoriser auprès d'un individu ou d'un groupement d'acteurs dans le cadre d'un changement socio-technique. C'est-à-dire qu'il est capable, en fait, de formuler un conseil à partir d'informations qu'il a recueillies, potentiellement des expérimentations, potentiellement d'autres, des visites de la biblio, qu'il est capable de mobiliser ces différentes choses pour bah, formuler un conseil et aider à la réflexion et à la décision d'un collectif ou d'un individu. Euh, donc là, voilà, il va essayer de repérer des leviers d'action, les points de vigilance, identifier les points d'amélioration. Euh, donc là, pour moi, il y a un point de vigilance dans le sens où bah, c'est un conseil à apporter, un conseil potentiellement technique, mais voilà, comme aura été analysé dans la C8.1, ben, qui s'inscrit dans un contexte plus global avec des acteurs, des freins, des leviers au changement. Euh,
Et surtout une problématique, parce que, bon, alors, je suis pas, vous m'excuserez, je suis pas une experte, mais là, comme je le lis, c'est qu'on est sur formuler un conseil. La problématisation n'est peut-être pas assez mis en avant, sachant qu'elle, voilà, elle fait partie normalement à part entière du conseil. Et on est sur conseil et pas accompagnement. Donc c'est voilà, les mots sont peut-être voilà, assez importants, mais je pense qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à de l'accompagnement. Même si à la fin, vous verrez, il y a tout un fait méthodologie d'accompagnement du changement socio-technique. Voilà, il y a deux choses différentes, mais je pense que les deux sont à concilier. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Christian, tu veux tenter de compléter, si on t'entend bien? On t'entend très mal. Oui. Donc voilà, les remarques de Christian, effectivement, il les a mis dans le chat. C'est effectivement plus simple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce module, plus largement sur les référentiels, que je ne garantis pas de pouvoir répondre, mais je peux toujours aller demander à mes collègues. Bonjour, je ne sais pas Bonjour, si vous Coralie. m'entendez bien. Oui. Donc nous, au lycée de Fontaine, on a déjà fait nos demandes pour l'habilitation en semestrialisation. Et en fait, on a déjà réfléchi à tout ça. Donc en fait, c'est dommage parce que ça arrive un petit peu tard parce qu'il y a des idées qu'on aurait pu prendre et peut-être transcrire. Voilà. Donc on a réfléchi à tout ça et en fait, oui, il y a bien ces questions de quand est-ce qu'on parle d'accompagnement et de conseil. Mm. Et comment on emmène en fait les élèves dans cette réflexion et dans cette différenciation. Parce que nous, ils sont apprentis en plus, donc ils sont déjà beaucoup en technique. Donc voilà, c'est un peu dommage que ça arrive tard, mais on pourra quand même essayer de retranscrire Mm. et de réfléchir du coup au mois de mai, fin mai, comment on Oui, peut nous l'intégrer dans les modules tout à déjà fait. construits du coup. Oui. Et comme dit Voilà. Christian, c'est pas trop tard. D'une part, on pourra voir effectivement comment ajuster. Et cette semestrialisation, elle est calée pour un an. Non, non, elle est calée pour 3 ans, je crois. Euh, Ok. Après, on peut dans 3 ou 4 ans redemander en fait. Bon, eh Mais ben, du effectivement, coup, on voilà. apprendra de nos erreurs sur les 3 ans, et puis dans 3 ans, on réajustera et on arrivera à un truc top. Ah, mais totalement, voilà, c'est Et ça. mais C'est voilà, ça. on verra comment ajuster. Il n'y a pas que vous. Enfin, sur le projet ASEC, dans le Lot, je sais ils sont aussi en train d'avancer. Euh, donc voilà, on verra comment on peut caler ça. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Oui. Et du coup, voilà, si vous avez des questions avant cette formation de mai sur les référentiels, n'hésitez pas à me les envoyer par mail avant. Parce que c'est pas dit que je puisse y répondre le jour J. Donc, Ouais, mais on va solliciter, moi je vais surtout, parce que je suis pas Ardo, bon, pas en PA, pas en ME, mais en mm, ACD, on va surtout solliciter nos collègues, en fait, de leur demander. mm. J'avais une question, je sais pas si vous m'entendez bien du coup. Oui, c'est bon. Donc finalement, quand on a des questions sur le référentiel, ça peut être vous les interlocuteurs, parce que c'est vrai quand je suis aussi dans le cadre de la semestrialisation, donc sur le BTS métier du végétal, et c'est vrai que le bloc 8 nous avait beaucoup interrogé, notamment la capacité 8.1. Donc on a fait quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire là pour la prochaine année. Mais donc si on a des questions, on savait pas trop à qui les poser. C'est vrai que c'était difficile de comprendre ce référentiel. Surtout que moi j'étais en début de poste, donc c'était aussi compliqué. Donc si j'ai des questions, je vous les envoie. Bah, par exemple, Catherine, je peux te les envoyer. Alors oui, donc là, moi, je fais l'intermédiaire dans le cadre du projet Casse d'Arasec parce que voilà, Karine et Coralie sont dans le. euh, alors, oui, ils sont dans le projet. Euh, D'accord. mais voilà, tu peux me les envoyer aussi. Par contre, en temps normal, Christian, à qui les enseignants ils peuvent poser leurs questions hors projet. Mais Anaïs, tu peux me les envoyer, je ferai Oui, mais relais après, sans si je problème. connais la personne à qui les Voilà. envoyer, je peux l'envoyer directement ici.
Voilà. Mais voilà, si Christian, tu peux mettre dans le chat en théorie les enseignants. Voilà. IAE, NSFEA ou nous. Oui, donc c'est voilà, c'est nous, établissement d'appui. Globalement, c'est le DNA ou l'inspection en fonction des contacts que tu peux avoir en direct. Et voilà, tu prends les contacts que tu as et puis nous, on se débrouille au sein du DNA en fait. D'accord. On discute entre nous. Et après, moi, un autre besoin, alors c'est, je pense que tout le monde est en train de construire, mais c'est vrai que c'est des exemples en fait. Ça peut être bien aussi d'avoir des exemples de comment on a mené, enfin, notamment la capacité 8 points, voilà, sur quel plan d'action ils se sont basés. Enfin, avoir des exemples pour s'inspirer, c'est vrai que ça peut aider. Là, c'était pas le même BTS que le mien, mais ça, j'avais aussi quelques idées qui sont arrivées et c'est vrai que l'exemple, ça aide. Enfin, Mhm. ça parle plus. Ok. Voilà. C'est Bah, tout. je pense qu'on pourra échanger entre nous, en fait, parce que nous, le BTS ACD est déjà semestrialisé, donc on aura fini, en fait. Ils sont en train de faire le M8, justement. Donc, je pense qu'on pourra aussi échanger entre nous. Et moi, ma ressource principale, c'est ma PAJ quand j'ai des questions, que après, elle D'accord. fait remonter, elle nous renvoie aussi. Voilà. D'accord. Donc, voilà, si ça peut vous aider. Donc Très bien. effectivement, oui, dans le cadre du CASDAR, là d'ici mai, on va construire quelque chose de précis. Et l'idée, c'est pas d'attendre la fin du CASDAR pour partager. On partagera là, voilà, d'ici septembre, on partagera déjà ce qui aura été construit et ce qui va être testé. Donc au sein de la communauté des enseignants au sens large. Donc voilà, Anaïs, comme tu seras dedans. Après, voilà, je sais pas. Coralie, tu peux redonner peut-être ton mail dans le chat si Anaïs veut échanger, si tu le souhaites. Pas de souci. Voilà. Mais oui, oui, on essaiera. L'idée, c'était de créer une communauté au moins autour de, pour l'instant, autour du sol et puis à voir comment on peut raccrocher d'autres établissements. Très bien. Voilà. Donc si s'il n'y a pas d'autres questions, ben je vous remercie d'avoir participé. Puis ben, je vous propose de clore ce webinaire et que voilà, si vous avez besoin, et n'hésitez pas, vous avez mon mail. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée.